Par une grise matinée d'automne, en novembre 2000, un homme en uniforme militaire s'est approché d'un micro à Bagdad. Il y a fait une annonce que presque personne, en dehors de l'industrie pétrolière, n'a remarqué. Saddam Hussein a déclaré qu'à partir de ce jour, l'Irak ne vendrait plus son pétrole en dollars américains. Chaque baril quittant le pays serait désormais libellé en euros. C'était un simple changement technique sur le papier. 3 ans plus tard, son pays était en ruine, ses statues étaient abattues et lui-même se cachait au fond d'un trou. La raison officielle de l'invasion de l'Irak était la présence d'armes de destruction massive. Ces armes n'ont jamais été trouvées. La seconde raison officielle était la démocratie. Mais cette démocratie n'est jamais véritablement arrivée. Alors, de quoi s'agissait-il réellement? Pour répondre à cette question, vous devez remonter bien plus loin que l'année 2003. Il faut remonter plus d'un siècle en arrière. Il s'agit d'un schéma qui s'est répété dans presque chaque action militaire américaine d'envergure depuis les années 1890. C'est un schéma que les livres d'histoire ne mentionnent que dans les notes de bas de page, mais une fois qu'on l'a vu, il devient impossible de l'ignorer. Chaque guerre a 2 histoires. Il y a l'histoire racontée au public, la version noble, celle qui parle de liberté, de sécurité et de défense des innocents. Et puis, il y a l'autre histoire, celle qui est écrite dans les grands livres de comptes, les manifestes de cargaison et les rapports de bénéfices trimestriels. C'est une histoire qui ne commence pas dans une salle de crise, mais dans une salle de conseil d'administration. Pour comprendre ce schéma, il faut commencer en l'an 1898. Les États-Unis étaient alors une jeune puissance avide de nouveaux marchés. À 90 000 des côtes de la Floride se trouvait l'île de Cuba. À cette époque, Cuba produisait environ un tiers du sucre mondial. Des entreprises américaines avaient déjà investi quelques 50 millions de dollars dans les plantations et les raffineries cubaines. Une somme colossale pour l'époque, mais Cuba appartenait encore à l'Espagne et les Espagnols taxaient lourdement les intérêts sucriers américains. Les investisseurs voulaient que l'Espagne s'en aille. Puis, en février 1898, un cuirassé américain nommé le Maine a explosé dans le port de La Havane. 261 marins ont péri. La presse américaine, menée par les magnates William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer, a immédiatement accusé l'Espagne. Souvenez-vous du Maine, hurlant-il à la une de chaque journal. En quelques semaines, les États-Unis étaient en guerre. En quelques mois, l'Espagne avait perdu non seulement Cuba, mais aussi Porto Rico, Guam et les Philippines. Les barons du sucre ont obtenu leur île. Et voici le rebondissement que la plupart des gens n'apprennent jamais. Une enquête ultérieure menée par la marine américaine elle-même, en 1976, a conclu que l'explosion du Maine était presque certainement un accident interne. Un simple feu de soute à charbon, il n'y a eu aucune attaque espagnole. 5 ans plus tard, en 1903, le président Theodore Roosevelt voulait autre chose. Il voulait un canal traversant l'étroite bande de terre appelée Panama, réduirait de presque moitié la distance maritime entre New York et San Francisco. C'était une révolution pour le transport maritime et pour la marine des États-Unis. Le problème était que le Panama appartenait alors à la Colombie et le Sénat colombien avait refusé de vendre les droits. Roosevelt a alors fait quelque chose de remarquable. Il a aidé à organiser une révolution. Des navires de guerre américains sont apparus au large des côtes du Panama. Un mouvement d'indépendance opportun s'est déclaré. La Colombie a été empêchée d'envoyer ses troupes. En 3 jours, le Panama était un nouveau pays. En 2 semaines, le nouveau pays avait cédé la zone du canal aux États-Unis. Plus tard, Roosevelt s'est vanté, selon ses propres mots, d'avoir pris le canal. Avançons d'un demi-siècle jusqu'en 1953. En Iran, un premier ministre élu démocratiquement nommé Mohammad Mossadegh venait de faire l'impensable. Il avait nationalisé le pétrole du pays. Pendant des décennies, une compagnie britannique, connue aujourd'hui sous le nom de British Petroleum, avait contrôlé les gisements iraniens et conservé l'immense majorité des profits. L'Iran n'en recevait qu'une infime part. Mossadegh a dit « Cela suffit ». Le pétrole appartient à l'Iran. Londres a paniqué et s'est tourné vers Washington pour obtenir de l'aide. La Central Intelligence Agency, travaillant de concert avec les services secrets britanniques, a mené une opération nommée Ajax. Ils ont soudoyé des journaux, corrompu des politiciens et engagé des agitateurs. En quelques semaines, le gouvernement élu de l'Iran s'est effondré. Le Shah est revenu au pouvoir. Les compagnies pétrolières occidentales, y compris américaines cette fois, ont obtenu leur part du pétrole iranien. L'Iran n'allait plus connaître d'élections libres pendant des décennies.
Un an plus tard, en 1954, presque la même chose s'est produite à l'autre bout du monde. Au Guatemala, un autre président élu, Jacobo Arbenz, avait annoncé un programme de réforme agraire. Il souhaitait racheter les terres agricoles inutilisées d'une immense société américaine, la United Fruit Company, afin de les redistribuer aux paysans pauvres. Il a proposé de payer à l'entreprise la valeur exacte que celle-ci avait déclarée sur ses propres formulaires fiscaux. La direction était révoltée, car bien sûr, sur ses déclarations d'impôts, elle mentait sur la valeur réelle des terres depuis des années. La United Fruit Company disposait d'amis puissants à Washington. Le directeur de la Central Intelligence Agency de l'époque, Allen Dulles, avait siégé à son conseil d'administration. Son frère, le secrétaire d'État John Foster Dulles, avait représenté l'entreprise en tant qu'avocat. En quelques mois, une petite armée d'exilés, entraînés, armés et transportés par l'agence, a renversé Arbenz. La réforme agraire a été annulée, United Fruit a conservé ses plantations et le Guatemala a sombré dans une guerre civile de 36 ans qui ferait environ 200 000 morts. Au moment où les États-Unis sont entrés au Vietnam, dans les années 1960, le discours public portait sur l'arrêt du communisme. Et il y avait une part de vérité là-dedans, la guerre froide était bien réelle. Mais derrière l'idéologie, il y avait autre chose. Le Vietnam et la région environnante possédaient d'énormes réserves d'étain, de tungstène et de caoutchouc. Une simple note confidentielle du département d'État de 1965, déclassifiée plus tard, mentionnait explicitement l'importance de ces matières premières pour l'industrie américaine. La guerre allait durer encore 10 ans, 58 000 Américains allaient mourir, entre 1 et 3 millions de Vietnamiens allaient perdre la vie, et les hommes qui fournissaient les hélicoptères, le napalm et les fusils allaient devenir certains des fournisseurs de la défense les plus riches de l'histoire américaine. C'est ici que l'histoire prend un tournant plus sombre, car après le Vietnam, le schéma a changé. Il ne s'agissait plus seulement de matières premières spécifiques comme le sucre, les bananes ou le caoutchouc. Il s'agissait désormais de quelque chose de bien plus vaste, le dollar lui-même. En 1971, le président Richard Nixon a pris une décision que presque personne ne comprenait à l'époque. Il a mis fin au lien entre le dollar américain et l'or. Pendant des décennies, tout pays détenant des dollars pouvait en théorie les échanger contre de l'or physique auprès du Trésor des États-Unis. Nixon a rompu ce lien. Du jour au lendemain, le dollar est devenu un simple morceau de papier, soutenu par rien d'autre que la confiance. La question évidente était la suivante: qui allait continuer à lui faire confiance? La réponse est venue 2 ans plus tard, lors d'un accord secret avec l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont accepté de vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Ils devaient aussi réinvestir leurs profits dans des bons du Trésor américain. En échange, les États-Unis garantissaient la sécurité de la famille royale saoudienne. Cet accord fut bientôt étendu au reste du monde producteur de pétrole. On l'a appelé le système du pétrodollar. Désormais, chaque pays sur Terre souhaitant acheter du pétrole devait d'abord acquérir des dollars. C'était le plus grand arrangement financier de l'histoire et presque personne, en dehors des banques centrales, ne comprenait quel pouvoir cela donnait à Washington. Ce qui nous ramène à Saddam Hussein et à cette annonce discrète de novembre 2000. En faisant passer les ventes de pétrole irakien du dollar à l'euro, Saddam ne prenait pas seulement une décision commerciale, il frappait les fondements même de la domination financière américaine. Si d'autres producteurs de pétrole l'avaient suivi, l'Iran, le Venezuela ou la Russie, le système du pétrodollar aurait pu s'effondrer en une décennie. Des milliers de milliards de dollars détenus par les banques centrales étrangères auraient reflué vers les États-Unis. Cela aurait provoqué une inflation massive et forcé des coupes catastrophiques dans les dépenses du gouvernement américain. C'était, dans le langage froid de la géopolitique, une menace existentielle. 3 ans plus tard, les chars américains entrèrent dans Bagdad. Quelques semaines après l'invasion, les nouvelles autorités en Irak ont discrètement rétabli les ventes de pétrole en dollars. Ce détail n'est apparu dans presque aucun journal. 8 ans après l'Irak, cela s'est de nouveau produit. En 2010, le dirigeant de la Libye, Mouammar Kadhafi, a annoncé un plan audacieux. Il voulait créer une monnaie panafricaine adossée à l'or. Un dinar or, il proposait que les producteurs de pétrole d'Afrique et du Moyen-Orient vendent leur pétrole uniquement dans cette nouvelle monnaie, contournant entièrement le dollar et l'euro. La Libye détenait alors environ 143 tonnes d'or, l'une des plus grandes réserves d'Afrique. Des courriels divulgués de la secrétaire d'État Hillary Clinton mentionnaient explicitement ce projet monétaire comme une motivation pour soutenir la rébellion contre lui. En 2011, une coalition de forces aériennes occidentales a bombardé la Libye pendant 7 mois. Kadhafi a finalement été capturé par des rebelles, battu et tué en pleine rue. Ses réserves d'or ont disparu. Le projet de dinar est mort avec lui. La Libye reste aujourd'hui un pays brisé, déchiré par les affrontements entre milices.
Prenons du recul pour observer le siècle dans son ensemble. Le sucre de Cuba, le canal de Panama, le pétrole de l'Iran, les bananes du Guatemala, le caoutchouc du Vietnam, le pétrodollar en Irak, l'or de la Libye, 7 guerres, 7 justifications publiques différentes. Et sous chacune d'elles, le même moteur silencieux, l'argent, le contrôle d'une ressource, le contrôle d'une route commerciale, le contrôle d'une monnaie. Ce schéma ne nécessite pas de réunion secrète d'hommes de l'ombre dans une pièce sombre, il ne nécessite aucun complot mondial, il suffit que les décideurs de la politique étrangère et les détenteurs d'actifs soient souvent les mêmes personnes ou qu'ils déjeunent ensemble. Qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Observez les tensions mondiales actuelles et posez-vous la question éternelle: à qui cela profite-t-il financièrement? Regardez les sanctions contre la Russie. Notez comment elles ont poussé Moscou à vendre son pétrole à la Chine en yuan plutôt qu'en dollars. Regardez les récents accords entre l'Arabie Saoudite et la Chine pour fixer le prix d'une partie du pétrole en monnaie chinoise. Observez ce groupe grandissant de pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran et d'autres, qui discutent ouvertement d'alternatives au système du dollar. Pour la première fois en 50 ans, les fondations du pétrodollar se fissurent. Et si l'histoire peut nous servir de guide, Washington ne répond jamais avec douceur lorsque ses fondations sont menacées. Voici donc la question dérangeante, celle que le récit officiel ne pose jamais. Depuis 125 ans, chaque action militaire américaine d'envergure s'appuyait sur un moteur économique dissimulé derrière une morale. Que se passe-t-il alors lorsque le plus puissant d'entre eux, le dollar lui-même, se trouve menacé? Que se passe-t-il quand la menace n'est plus un dictateur isolé dans un pays unique, mais tout un bloc de nations bâtissant un système alternatif? Nous avons vu ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté l'aventure seuls. Mossadegh a été renversé, Saddam a été pendu, Kadhafi a été abattu en pleine rue. Il n'était dans chaque cas que des exemples à petite échelle, des avertissements pour quiconque observait. Il existe environ 3 manières dont cela pourrait évoluer au cours de la prochaine décennie. Dans le premier scénario, le dollar tient bon, les alternatives s'effritent, les sanctions fonctionnent et l'ancien système survit une génération de plus. Dans le deuxième scénario, la transition se fait lentement et pacifiquement. Ce serait un passage progressif vers un monde multidevises où aucun pays ne détient seul le levier financier. Dans le troisième scénario, on s'oppose à la transition comme on s'y est toujours opposé, par la force. Et parce que les acteurs, cette fois, ne sont pas de petits pays disposant d'une seule matière première, mais des puissances nucléaires d'envergure mondiale, les conséquences pourraient être sans précédent. Le monde n'a rien connu de tel depuis le milieu du siècle dernier. Les hommes et les femmes qui ont vécu la guerre froide ont appris une leçon capitale. Lorsque les grandes puissances sentent leurs fondations vaciller, elles ne s'en vont pas sans bruit, elles ne publient pas un communiqué de presse avant de prendre leur retraite, elles se battent. Et l'histoire qu'elles raconteront au public pendant qu'elles luttent ressemblera, comme toujours, à un récit de liberté, de sécurité et de défense des innocents. La véritable histoire, celle écrite dans les registres, les manifestes de cargaison et les bénéfices trimestriels, ne deviendra claire que des décennies plus tard. Elle apparaîtra dans des documents que personne ne déclassifie avant que les signataires ne soient déjà morts. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les tambours commencer à battre, la prochaine fois qu'un président montera à la tribune pour expliquer pourquoi votre pays doit agir, pourquoi la menace est urgente et pourquoi il n'y a pas d'autre choix, souvenez-vous du sucre de Cuba, souvenez-vous du canal de Panama. Souvenez-vous du pétrole, des bananes, du caoutchouc, du pétrodollar et de l'or. Et posez-vous la seule question qui ait jamais compté dans l'histoire de la guerre, qui cette fois-ci va être payée et